Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour des Alpes 2023, de la deuxième étape de ce Tour des Alpes même précisément. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Une journée où on arrivait encore après une longue bosse de 5-6 km. Le final est un petit peu encore nerveux aujourd'hui, avec en plus une arrivée très technique. On va revenir un petit peu sur le final de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Dès que vous voyez la notification, pam, vous cliquez. Comme ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo. N'hésitez pas également, seulement si vous avez les moyens, encore une fois, à faire un super thank pour soutenir la chaîne. Et je remercie tous les gens qui l'ont déjà fait une fois pour soutenir la chaîne. Et puis EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Moi j'ai une petite préférence, si vous pouviez l'écouter en majorité sur Spotify, ça m'arrangerait. Et puis n'hésitez pas également à aller voir TikTok pour les débriefs rapides de la journée. Étape très calme sur ce Tour des Alpes, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, l'échappée est sortie assez vite. Il n'y a pas eu beaucoup d'animation sur cette étape. Voilà, l'échappée, on savait assez vite qu'elle allait se faire reprendre, surtout qu'en plus Simon Kerr a un petit peu facilité le travail pour que cette échappée soit reprise déjà en attaquant à plusieurs reprises Samitier, en créant un petit peu le manque de cohésion dans ce groupe d'échappés. Puis ensuite, en fin de journée, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Soit il essayait de rester à 30 secondes, mais bon, il n'est pas resté longtemps à 30 secondes. Il s'est fait reprendre en fait très très vite, Simon Kerr. Je ne sais pas trop quelle était l'idée du côté de Simon Kerr. Par contre, le final était très 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 technique, hein. C'est 3-4 derniers kilomètres avec pas mal de passages resserrés. Et puis ce final, hein, dans les 500 derniers mètres, on avait deux virages qui étaient assez importants. Un virage sur la gauche, un virage sur la droite pour entrer dans un stade d'athlétisme. Car oui, quelle idée de faire une arrivée dans un stade d'athlétisme. Alors, encore une fois, un stade d'athlétisme, c'est pas un problème, c'est assez large. Bon, pourquoi pas. Par contre, c'est l'entrée dans un stade d'athlétisme qui est vraiment étroite. Et là, c'est ce qui a posé des difficultés avec Félix Gall qui est tombé dans un virage serré. Et ça a créé une cassure. Parce que certes, Félix Gall, bon, au final, ce soir, il perd que 2 secondes. Mais la cassure de 2 secondes, elle est due à ce final très technique. Et beaucoup de coureurs étaient un petit peu énervés dans le final de cette étape. Alors heureusement, donc, Félix Gall a été reclassé, parce que la règle des 3 km s'appliquait aujourd'hui, vu que l'arrivée n'était pas au sommet, mais après le sommet. Donc la règle des 3 km s'applique. Dans ce genre de cas, on a encore eu un final dangereux. Comme les Italiens savent très bien le faire, hein. C'est vrai que les organisations à l'italienne sont un petit peu une référence dans ce genre de cas. Et là, le final, oui, c'est rajouter du danger, et en plus, ça n'apporte pas grand-chose qu'arriver dans un stade d'athlétisme. Là, le stade était un peu vide, hein. Faut le dire. Bon, de toute façon, le Tour des Alpes, c'est pas la course où on a le plus de public sur le bord de la route, parce que déjà, les étapes arrivent souvent très tôt, hein. Là, l'étape est arrivée à 14h30. 14h45, donc c'est pas forcément la course où les arrivées sont les plus aux horaires les plus intéressants pour les spectateurs. Donc arriver dans un stade d'athlétisme, ouais, l'intérêt était quand même assez limité sur cette arrivée là. Bon, on va regarder tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Et bien parmi les coureurs au top, je commence avec Tao Geoghegan-Hart. Je vais pas être très intéressant, je pense. Enfin, très intéressant. Très original aujourd'hui sur mes tops et mes flops. Et ça va être un petit peu la même chose qu'hier. Tao Geoghegan-Hart, il a fait il y a eu une maîtrise d'Ineos pendant toute la journée. C'est-à-dire que Ineos a fait le job. Ils ont roulé très bien pendant toute la journée. Voilà, ils ont fait un excellent travail pour éviter qu'il y ait des contres, pour éviter que dans le final il y ait trop de tentatives d'attaque, hein. On a eu que Buitrago et Cepeda au final en termes d'attaque. Donc vraiment du côté de l'équipe, ça a très très bien bossé. Ils ont encore, en plus ils ont réussi à faire tourner un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Arensman a beaucoup plus roulé dans la journée. Ça a été le coureur qui a roulé après Puccio. Bon, aujourd'hui, celui qui a peut-être été décevant, c'est Geraint Thomas.
qui a pas bossé aujourd'hui et qui se retrouve dans le groupe à 29 secondes. Mais on a eu encore du très grand Lorenz de plus. Ça fait depuis 2 jours, Lorenz de plus. J'en ai pas parlé hier, mais j'ai oublié d'en parler. Où j'en ai parlé de manière très très courte. Mais je trouve que Lorenz de plus, c'est vraiment un coureur qui progresse énormément dans cette équipe Sky pour ce travail-là d'équipier. Et c'est vrai qu'à une époque, on a eu Kirienka, on a eu Castroviejo aussi. Moi, j'ai envie de dire que le 2+, c'est peut-être le nouveau Castroviejo, le nouveau Kirienka dans cette formation. C'est un mec qui va être très très important, très utile pour rouler, pour faire le tempo sur les montées loin de l'arrivée ou sur les montées qui ne sont pas extrêmement pentues. Et pour le moment, il fait vraiment un excellent travail, Lorenz de plus. L'équipe Ineos va quand même être solide sur le prochain Tour d'Italie. Alors certes, là sur ce Tour des Alpes, il y a peu d'opposition. Mais ça va être intéressant de voir cette équipe sur les premiers jours du Tour d'Italie, voir comment elle arrive à s'en sortir par rapport aux équipes des adversaires, parce qu'ils ont un très beau collectif. Si vous avez un Tao Geoghegan qui en plus est en très grande forme, ça peut vraiment être très intéressant face à Roglic et face à Remco Evenepoel. Mais aujourd'hui, voilà, Geoghegan, il est encore maîtrisé dans le final, mais il maîtrise dans le final parce qu'il fait peu d'efforts dans la journée. Encore une fois, on lui fait le job avant, et puis voilà, le travail d'Ineos, on a encore eu l'entreprise de démolition d'Ineos, quoi. C'est-à-dire un rythme assez soutenu dans la montée finale pour éviter les attaques. Et puis quand il y a des attaques, on est capable d'en remettre un petit peu. Je pense à Sivakov notamment, quand il y a Cepeda, il en remet une. Et ça suffit à re-rentrer et à aider Geoghegan. Donc c'est vraiment une équipe qui pour le moment maîtrise dans ce Tour des Alpes. Alors oui, c'est pas très spectaculaire, c'est pas forcément hyper fun à regarder, mais ça fait le job. Je continue avec Cepeda, le coureur d'EF au top. Au top, très clairement, j'avais pas grand monde à mettre au top. Voilà, aujourd'hui, l'étape a quand même été assez tranquille. Il s'est pas passé énormément de choses aujourd'hui. Mais je trouve que Cepeda a fait vraiment du très très bon travail dans le final de l'étape. Voilà, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire de tenter une attaque peut-être pour Hugh Carty aussi, parce qu'il est un peu dans le même rôle, peut-être qu'un Buitrago. C'est vrai que ce sont des coureurs qui ont des bonnes capacités de puncher, mais peut-être que sur la montée de demain, ça va être un peu trop dur pour eux. Et donc, ils sont plus là dans un rôle de lieutenant de luxe, on va dire. Et Cepeda, aujourd'hui, il a fait le job. Une belle mine. Le problème, c'est qu'il est tombé face à une équipe d'Ineos qui s'est pas laissé avoir, qui s'est pas déconcentré à ce moment-là et qui a vraiment fait le travail, qui a fait le tempo, qui a accéléré le rythme à ce moment-là. Mais Cepeda, il est en forme, il a mis vraiment une belle minace dans la montée finale. Mais c'est un coureur qui est assez intéressant, Cepeda. C'est vrai que c'est un coureur qui... alors, faut pas confondre les Cepeda, parce qu'il y a Jefferson Cepeda, le cousin, qui... lui est passé à la Carrera, lui c'est celui qui est passé à Androni et qui est toujours chez Carrera, c'est l'autre Cepeda, qui est également un très bon puncher, même si son début de saison a pas été forcément fantastique au Cepeda de la Carrera. Mais le Cepeda de EF, il fait vraiment du bon boulot aussi, et là, solide ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais c'est un coureur qui a été recruté par EF l'année dernière en cours de saison. Il avait commencé chez Androni, sauf que Androni a eu des problèmes financiers l'année dernière et ils se sont séparés de ce coureur fin juillet, après qu'il soit blessé, parce qu'il avait une grosse période d'indisponibilité. Après l'Adriatica, Ionica Race, il avait eu une grosse période de pause, mais c'est quand même un coureur qui l'année dernière a fini 2e du Tour de Sicile. Qui a fini 7e des championnats d'Équateur, 6e de la 2e étape de Grande Camino, 4e du classement des jeunes de Tirreno. Sur le Tour d'Italie, ça avait été un petit peu plus compliqué pour lui, mais c'est quand même un coureur qui avait eu des bons résultats, 5e de l'Adriatica Ionica Race aussi. Donc c'est un coureur qui a déjà des petites références sur des courses intéressantes. C'est un coureur qui a 24 ans, donc qui est plutôt jeune encore. Donc c'est un coureur qui peut vraiment faire des très très bonnes choses dans les jours à venir pour aider son leader Hugh Carty. Et lui, il fera le Tour de Romandie encore.
Alors ça, c'est assez surprenant, hein, parce que moi je dis c'est toujours un petit peu risqué de faire le Tour de Romandie avant le Tour d'Italie. Mais pour l'instant, elle est prévue sur le Tour de Romandie la semaine prochaine, et puis le Tour d'Italie début mai, hein, le 6 mai déjà, dans 3 semaines. Ce Tour d'Italie, ça arrive vite désormais au niveau du calendrier. Et puis je termine avec Ivan Sosa. Pourquoi je parle d'Ivan Sosa? Parce on m'en a parlé dans les commentaires hier. C'est vrai que c'est un bon début de Tour des Alpes pour le moment pour Ivan Sosa, qui est le leader de la Movistar. Il fait plutôt un bon début de course. Et Sosa, c'est vrai que c'est un coureur, souvent on attend beaucoup de Sosa. Il est passé chez Ineos, là, il est maintenant chez Movistar, mais l'année dernière chez Movistar, ça n'avait pas été si fantastique que ça. Chez Ineos, il y a eu des bons résultats quand même à un moment dans sa carrière, mais il a commencé, il a été performant très jeune chez Androni, où il avait notamment remporté le Tour de Burgos. Ensuite, il a remporté des courses d'une semaine. Ivan Sosa, il a fait le Tour de la Provence, le Tour de Langawi, le Tour des Asturies également. Mais sur les courses de niveau World Tour ou sur les courses un peu plus compliquées, eh bien ça a toujours été un petit peu difficile. Sur les grands tours, il a rarement été performant. Il a 3 grands tours à son actif, un de Giro et une Vuelta. Il a fait son meilleur résultat, c'est 44e au général. Donc c'est vraiment pas dingue. Et au classement des jeunes, son meilleur résultat, c'est 11e. Donc c'est pas non plus foufou. Alors que c'est un coureur qui a vraiment un profil très intéressant. Mais ça fait partie aussi de ces coureurs qui auraient dû performer au moment où il y a eu la Covid. Et ça les a vraiment ralentis parce que en 2020, il n'y a pas eu tant de jours de course que ça, qu'il a fallu se dispatcher les jours de course entre tous les coureurs, qu'il y a eu une grosse période de pause. Et certains coureurs ont eu du mal à remettre la machine en route. Après la Covid, 2021, c'était encore une année un petit peu particulière, pour la Movistar encore plus, parce que 2021-2022, il n'y avait pas toutes les courses en Espagne, donc le calendrier était un peu moins gros que d'habitude pour la Movistar. Et c'est vrai que que ce soit pour la Movistar, mais 2021 c'était chez Ineos, mais ça n'a pas été facile non plus pour lui. Et donc faut faire avec ce calendrier, avec un coureur qui a un profil pour le moment qui performe bien sur les courses de 4-5 jours, mais au-delà c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça fait du bien de le voir quand même performant. Après, de toute manière, il y a un objectif d'aller finir dans le top 10 sur cette course, mais ça pourrait peut-être lui donner un petit peu de la confiance à Ivan Sosa pour la suite de sa saison, où il aura peut-être plus un rôle d'équipier d'Enric Mas, peut-être sur certaines courses, peut-être sur le Tour de France, sur la Vuelta, peut-être pas forcément un rôle de leader, parce que voilà, on voit que sur les grands tours, leader, c'est pas, c'est pas son truc, quoi, hein, il s'en sort pas, et surtout, c'est pas forcément peut-être le meilleur en termes de récupération, donc c'est vraiment un domaine où il aura un rôle important à jouer, c'est autour un rôle d'équipier, pas vraiment un rôle de leader sur ces courses-là. On poursuit après Ivan Sosa. Hop là, je poursuis avec les bonnets d'âne. Les perdants du jour, ce sont la Bora aujourd'hui. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de la Bora, mais déjà hier c'était pas très dingue, hein, on en avait parlé, ils étaient déjà dans les flops. Là aujourd'hui c'est vraiment un gros flop pour cette équipe, parce que vraiment ça s'est pas du tout bien passé pour cette formation. Je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de la Bora, avec Vlasov seulement 10e du général, Kemna 11e, et puis ils finissent dans le deuxième groupe. C'est vraiment les seuls qui se sont vraiment fait avoir aujourd'hui, alors que la montée finale n'a pas été faite sur un hyper gros rythme non plus, hein. On a eu quand même 2 attaques, même si Ineos faisait tout pour emmener quand même du monde. C'était Lorenz de Plus qui faisait le tempo, c'était pas Geraint Thomas qui roulait à fond et qui était au top de sa forme, ou Pavel Sivakov. Donc je pense qu'il y avait quand même des possibilités pour les coureurs de l'équipe de Bora de remonter haut dans le classement et de remonter un peu plus haut. Mais bon, du côté de la Bora, est-ce qu'on n'est pas un petit peu malade? Parce que Kian Uijtebroek est tombé malade, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas pris le départ aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit virus qui traîne du côté de la Bora? Et ça serait mauvais signe pour des coureurs
comme Vlasov, mais surtout pour Kemna qui doit faire le Giro, ça serait pas une bonne idée de tomber malade à 3 semaines de la course, parce que ça veut dire un temps de récupération plus important, et voilà, et ça veut dire du temps de travail en moins pour ces coureurs-là, donc ça peut être vraiment une mauvaise chose. J'ai mis la Bardiani. Pourquoi la Bardiani? Eh bien parce que le premier coureur de la Bardiani au général, il est quand même assez loin de la Green Project Bardiani. C'est seulement Luca Covidi qui est seulement 22e du général à 3,36. Alex Tollio est lui 31e à 5,57. C'est dommage que cette équipe n'arrive pas à avoir des meilleurs coureurs en montagne. Et surtout, ça serait bien d'en trouver, parce que c'est vrai qu'avec les systèmes de points UCI, les échappées, ça compte pas au niveau des points UCI. Et comme on voit que cette année, c'est très compliqué d'aller gagner des étapes, parce que cette année, pour le moment, j'ai vu, je crois, aucune échappée aller au bout. À part si on compte que l'échappée de Pogacar sur l'Amstel, qui part à 80 km de l'arrivée, ou je sais plus, à 90, c'est une échappée. Mais des échappées matinales, je vais le dire comme ça, il n'y en a aucune qui allait au bout. On a eu des attaques parfois à des groupes qui se recomposaient un peu plus tard, mais des échappées matinales qui vont au bout, c'est-à-dire l'échappée qui part au kilomètre zéro et qui fait toute la course en tête. Cette année, on n'en a encore pas vu, me semble-t-il, hein, sur les courses par étapes. Et ça veut dire que le principe même de baroudeur est peut-être en train de s'estomper, hein, dans ce cyclisme où ça pétarade un petit peu dans tous les sens. C'est de plus en plus compliqué pour les baroudeurs. C'est un truc quand même qu'on voit depuis des années. Et c'est vrai que la Bardiani, ils ont quand même beaucoup de baroudeurs, mais peu. Ils n'ont pas forcément de super sprinters, ils n'ont pas de super grimpeurs. Et il leur faudrait des coureurs qui soient capables de rentrer dans le top 15, dans le top 10 d'une course comme celle-là, ce qu'ont d'autres équipes. Je pense à la Tudor, c'est pas le même budget aussi, mais peut-être même Eolo Cometa, hein, Lorenzo Fortunato, il est capable de rentrer dans un top 10 comme sur une course comme le Tour des Alpes. Et ça serait bien qu'ils aient des coureurs de ce profil-là. Parce que c'est vrai que pour le moment le début de saison est pas exceptionnel pour cette équipe. Je sais pas, ils ont marqué, je sais pas si je peux l'avoir dans ce menu là, s'ils ont marqué combien de points pour le moment, la Bardiani. Alors ils ont quand même 5 victoires, mais qui sont sur des courses, c'était le Tour du Rwanda, voilà, et une étape du Tour de Taïwan, donc c'est pas exceptionnel. Et au classement UCI, ils sont 23e pour le moment, donc ce qui est pas mal. Donc c'est-à-dire qu'ils ont réussi à récupérer des points. Non, ils sont pas 23e, parce que sinon ça me l'afficherait là. Et là, ils sont bien plus loin, la Bardiani. Je les cherche. Et au Cometa, ils sont 42e. Maintenant, la Bardiani, ils sont super loin. Nation Italie. On va essayer de retrouver comme ça, parce que pour l'instant, je les vois pas dans mon classement. Hop là. Filtre. Ils sont 23e. Ah non, ils étaient bien 23e, je les avais ratés. C'est la première équipe italienne au classement UCI, devant la Q36 et devant Eolo. Q36, ils n'avaient pas de nationalité suisse normalement de départ. Bon, maintenant, ils sont marqués italiens. Et devant Eolo Cometa. Mais c'est vrai que du côté de la Green Project Bardiani, ça serait bien de trouver également des coureurs peut-être un peu plus performants, avec un peu plus de pédigré, parce que je trouve que ça leur manque aujourd'hui dans l'effectif. C'est une équipe qui est capable de mettre des coureurs dans le top 30 des courses, mais mieux que top 20, c'est souvent un peu compliqué pour cette formation, et je trouve ça un petit peu dommageable. Et puis je termine avec Geoffrey Bouchard. Il a fini très loin aujourd'hui, Geoffrey Bouchard. Alors, je sais bien qu'il a plutôt un rôle d'équipier sur cette course pour Félix Gall, mais de là à finir à 16 minutes, on va dire dans le groupe Eto, avec Dainese, qui est toujours là après 2 jours de course, parce qu'hier ça a failli ne pas passer pour Dainese pour 4-5 secondes au niveau des temps limites, mais là aujourd'hui c'est passé avec un peu plus de marge. Mais ouais, Geoffrey Bouchard pas en grande condition, ce qui est fini vraiment dans le groupe Eto, hein, dans les derniers coureurs. Donc est-ce qu'il y a des petits soucis physiques pour Geoffrey Bouchard? Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il avait fait un gros début de saison, notamment sur le Tour d'Oman, notamment sur l'UAE Tour aussi, hein, où il finit 3e à Jebel Lafitte. Et puis mois de mars, mois d'avril, un peu plus compliqué, hein. Alors 2 échappées sur la fin du Tour de Catalogne, la route à Dely-Vitré
36e place, pareil Camembert 42e, et là c'est un petit peu plus difficile pour ce coureur qui sera présent sur le Tour de France avec l'objectif d'aller chercher certainement le maillot à poids pour Geoffrey Bouchard, parce que je rappelle qu'il a le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, il pourrait faire le triplé. Ils sont pas 150, je pense avoir fait le triplé du maillot de grimpeur sur les 3 grands tours. Et puis c'est dommage parce que l'année dernière il était en forme à la même période de l'année, avec notamment un très bon Tour des Alpes où il avait remporté la première étape. Mais c'est vrai que son Tour de France avait été beaucoup plus compliqué, donc peut-être également qu'on a décidé de décaler le pic de forme pour Geoffrey Bouchard pour qu'il soit plus performant sur le prochain Tour de France. Et bien tout de suite, on passe à l'étape de demain. L'étape numéro 3 entre Ritten et Brantonico San Valentino, 164 km. C'est la montée la plus longue que l'on aura dans le Tour des Alpes, cette montée du Brantonico. Mais c'est pas une étape facile, il faut pas croire qu'il y aura juste la montée du Brantonico dans la journée. Alors ça commencera par une petite longue descente. On va perdre quasiment 1000 mètres d'altitude, donc il va y avoir un début de journée très animé. Peut-être que l'échappée aura beaucoup de mal à sortir. On aura une petite bosse qui n'est pas au classement de la montagne du côté de San Michele. 3 km 9 à 4,1 de moyenne, ça sera au kilomètre 34,5. Le sprint intermédiaire, le premier qui sera à Rovere della Luna. On passera à Trento, à Romagno et à Aldeno, qui sera le pied de la première difficulté du jour, qui sera au kilomètre, le sommet au kilomètre 109, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée, 55 km de l'arrivée, mais qui est une montée très difficile. Le Lago di Cei, 9 km 7 à 7,5 de moyenne. Côte de deuxième catégorie, je trouve que c'est un peu sous-estimé, même parce que vu le pourcentage, j'aurais peut-être mis en première catégorie, moi. Voilà, alors je rappelle que quand c'est noir, ça veut dire que c'est plus de 9%. Sur la carte, vous voyez, il y a du kilomètre 1 au kilomètre 6, on sera au-dessus de 9%. Le pourcentage le plus faible dans ce kilométrage-là, ça sera à 9,5 et on aura jusqu'à 11,6% de moyenne sur le kilomètre. Et ça va être pendant 5 bornes. Donc c'est très très compliqué. Le premier kilomètre à 5,9, le dernier, enfin le kilomètre entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7, c'est 8,4. Après les 3 derniers kilomètres sont quasiment plats. Mais vraiment, ce passage-là va être très 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 compliqué. Et ça pourrait déjà nous donner des coureurs en difficulté assez loin de l'arrivée, c'est loin du sommet de ce Lago de Cei. Ensuite, on enchaîne avec une descente assez rapide vers Villa Lagarina de la plaine pendant 25 km quasiment, jusqu'au deuxième sprint intermédiaire à Avio, et puis ensuite la montée du Brantonico San Valentino, 15 km 4 à 7,5 de moyenne. Cette montée du Brantonico, on la voit tout de suite. Donc c'est une montée où vous avez des passages compliqués, notamment un passage à 11,7% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, un passage à 10,2% entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10, et un passage à 9,4% entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. Donc c'est une montée qui est assez irrégulière. La difficulté, en fait, c'est que les pourcentages les plus compliqués s'arrêtent à 11 km, à 10 km au kilomètre 10, c'est-à-dire à 5 km de l'arrivée. Après, on est sur des pourcentages un peu plus réguliers où il sera peut-être compliqué de faire la différence, soit qu'on a quand même 2 km à 7,5. Mais il faut que ça monte vite auparavant pour qu'on puisse lâcher du monde dans ces 2 km là, parce que ensuite les kilomètres sont un peu moins difficiles. Donc c'est vraiment sur la première partie de montée, sur ces 10 premiers kilomètres, qu'il faudra faire la différence, et pourquoi pas lâcher du monde à ce moment là, surtout qu'on ne pourra pas jouer sur l'altitude car on ne monte qu'à 1321 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment auparavant qu'il faudra faire la différence. Bon, on va faire donc le débrief de cette étape demain soir. Alors, je ne sais pas si ça sera à 19h ou à 21h, vu qu'il y a également la Flèche Wallonne qui est au programme demain. Donc on verra comment ça se goupille entre les deux courses. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. De toute manière, il y aura le débrief sur TikTok juste à l'arrivée de la course. Le débrief rapide, condensé en 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, pour faire le débrief de cette étape numéro 3. Et bien on se retrouve donc demain pour faire le débrief de cette journée. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.